Parfait. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Voltigeurs. Alors pour ceux qui nous voient sur YouTube et pour ceux qui nous regardent sur Spotify en podcast, aujourd'hui on est avec Vincent Firland, donc CEO de Feelings. On se connaît plutôt bien lui et moi, mais je vais d'abord le laisser se présenter et nous raconter un petit peu son parcours et son entreprise. Merci Théo. En effet, Vincent Firland, j'ai 36 ans, bientôt 37. J'ai créé Feelings il y a 6 ans, avec pour objectif de casser les codes du recrutement classique, essayer d'amener un petit peu de modernité dans ce secteur qui est quand même assez archaïque. Aujourd'hui, Feelings, c'est un cabinet de recrutement qui intervient sur du recrutement en CDI pour du middle et du top management, partout en France, et qui aujourd'hui est composé d'une équipe incroyable de 21 collaborateurs qui s'efforcent de développer cette entreprise pour avoir un impact plus important dans le monde du recrutement en France. Moi, ce qui m'intéresse, on va commencer un petit peu par le commencement. Est-ce que tu peux nous parler de toi, de ton parcours, qui soit du point de vue universitaire, et même qu'est-ce qui t'a amené vers ce monde du recrutement? Ok. Alors, déjà, je n'étais pas trop fan du monde scolaire. J'avais du mal à adhérer avec ce milieu-là. J'étais passionné par le monde de l'automobile à la base. Je voulais absolument vendre des voitures, c'était mon truc. Je voulais absolument faire ça dans la mesure où moi j'avais une personne de mon entourage professionnel proche qui est mon parrain, qui avait réussi et fait une superbe carrière dans le monde de l'automobile et c'était un peu mon mentor et je voulais absolument faire comme lui. Sauf que c'était une autre génération et j'ai quand même réussi à aller dans ce milieu-là parce que après mon bac, donc moi j'ai fait un bac STT à l'époque spécialisé commerce. Après mon bac, j'ai l'opportunité de faire un BTS force de vente. D'accord. Et on avait des stages très longs. Et donc moi j'avais trouvé un stage dans une concession automobile pour la marque Lexus à l'époque. Oh, purée. Ouais, donc belle marque qui s'est bien développée depuis. Et j'ai eu l'opportunité d'avoir presque un an de stage où j'ai pu vraiment être dans le quotidien d'un vendeur de voitures et commencer à vendre des voitures. Donc ce qui m'a finalement pas trop plu. Donc t'as pas du tout aimé? Ouais, non, j'ai pas du tout aimé parce que je me suis rendu compte que finalement il y avait un énorme impact du marketing qui bloquait un petit peu la liberté d'une personne qui était dans la vente automobile. J'avais vraiment envie de maîtriser toutes les phases de A à Z, d'être assez libre là-dedans. Et c'est pour ça que j'ai voulu changer de voie, quoi. Donc, je me suis fait virer du BTS force de vente que j'avais fait en formation continue. Et j'ai recommencé un nouveau BTS qui a changé de nom entre-temps, qui s'appelait Négociation et Relations Clients. Ok, d'accord. Et là, j'ai rencontré une personne assez incroyable qui était la personne qui gérait la relation entre les entreprises et l'école. L'école, c'était l'Essarc-Seffière, à la Beige. Et cette personne s'appelle Eliane Viennot. Et c'est elle qui m'a mis sur le chemin du cabinet de recrutement. Donc, elle m'a envoyé en entretien dans une boîte qui s'appelle Expectra, qui est un des plus gros cabinets de recrutement aujourd'hui de France, qui fait partie du groupe Randstad. Et elle m'a envoyé un entretien là-bas et ça m'a beaucoup plu, le monde du service, le fait d'être en B2B, etc. Et du coup, j'ai commencé en tant qu'alternant sur un poste de commercial dans le recrutement pour l'équipe commerce et marketing d'Expectra à Toulouse. Ok. Donc là, j'ai fait 1 an de prospection dans le dur, à fond. Que ça? Que ça. Okay. Mon job, c'était d'aller chercher des rendez-vous. La 2e année, j'ai eu l'opportunité de remplacer une personne qui avait un très gros portefeuille qui partait en congé maternité, où là, j'étais vraiment sur de la gestion de compte. Et après, j'ai été embauché en CDI au bout des 2 ans.
Et j'ai effectué les 2 dernières années sur un poste de consultant en recrutement où j'ai pu développer mon portefeuille client, faire du recrutement et commencer à bien maîtriser ce job de consultant en recrutement, en cabinet de recrutement. D'accord. Une fois que tu fais ça, donc tu es sur Toulouse, tu te dis le recrutement c'est pour moi et je continuerai là-dedans Ouais. Et d'autres Si, j'avais pas de doute, ça me plaisait vraiment. J'adorais le fait d'avoir une double satisfaction, c'est-à-dire que ce que je trouvais génial, c'est que tu avais à la fois le côté j'arrive à convaincre une société de me faire confiance, alors que finalement j'ai rien à lui montrer. Oui, c'est vrai que... Tu vois, c'est pas comme quand tu vends une voiture, que tu lui montres la voiture, il peut monter dedans, il peut l'essayer, il peut choisir la couleur. Ouais. Nous, c'est une vraie relation de confiance où tu signes un contrat avec une société qui va te dire « Ok, je te fais confiance pour que tu m'aides à structurer ma boîte et à faire des recrutements. » Clairement. Donc ça, je trouvais ça génial. Donc j'adorais ce côté-là. Et j'adorais aussi le fait de pouvoir trouver un poste plus intéressant ou trouver un poste à une personne qui en cherchait un. Et ça m'apportait vraiment une double satisfaction. Ouais. Le fait d'être là et d'appeler une personne et lui dire j'ai une offre pour vous, la société veut vous embaucher, ça apporte aussi un côté humain au poste de recruteur qui est hyper valorisant. Et c'est pour ça que oui, j'adorais ce métier-là et j'avais vraiment envie de continuer là-dedans. Donc il n'y avait aucun doute. Ok. Il me semble qu'il y a une étape entre Feelings et cette période-là, donc, où tu es alternant, tu prends un poste CDI. Tu passes par Dublin, donc tu vas à l'étranger. Comment est-ce que tu vis cette période à l'international? Alors en fait, c'est après, j'ai fait mes 2 ans d'alternance chez Expectra, j'ai été basculé en CDI ensuite pendant 2 ans, et c'est après que je suis parti en Irlande. Ok. Et là, en fait, je suis parti dans des super conditions, c'est-à-dire qu'en fait, j'avais un cabinet de recrutement qui s'appelle Approach People qui m'a embauché depuis Toulouse et qui m'a convaincu en fait de développer le marché français depuis Dublin. Ok. Et donc, moi, je ne parlais pas anglais du tout. Je me suis dit que j'avais l'opportunité de partir dans un pays étranger, de continuer à faire le métier que j'avais envie de faire et de progresser en anglais. Clairement. Et donc, je suis arrivé là-bas, c'était l'inconnu total. C'était un peu une auberge espagnole professionnelle où il y avait des Espagnols, des Anglais, des Irlandais, des Italiens qui développaient chacun leur marché. Et mon objectif, c'était vraiment depuis Dublin de constituer une équipe française qui allait développer le marché français, sachant que la spécialité du cabinet, c'était de recruter sur des profils multilingues. D'accord. Donc, on était vraiment sur du recrutement avec des compétences linguistiques spécifiques. Et à partir de ce moment-là, j'ai commencé à travailler pour des sociétés françaises qui recherchaient des profils avec des spécialités linguistiques assez spécifiques, type mandarin, arabe littéraire, notamment dans le retail, où j'ai eu l'occasion de travailler avec Saint-Laurent, les Galeries Lafayette, Le Printemps, Dolce & Gabbana, des boîtes comme ça, où on était amené à recruter des profils qui parlaient plein de langues différentes. Ok. Donc là, tu es à Dublin. À quel moment tu te dis je vais créer mon entreprise dans le secteur du recrutement? C'est quoi le déclic? Qu'est-ce qui fait que tu l'as créé? Alors, il y a eu plusieurs étapes. En fait, à Dublin, ce qui était génial, c'est que mes boss de l'époque, John Murat et Laurent Gérard-Clodon, ils m'ont fait complètement confiance. C'est-à-dire qu'en gros, ils m'ont dit, on te donne les clés du camion et tu développes ton équipe, quoi. Et du coup, on est monté jusqu'à une quinzaine de collaborateurs. Donc, j'avais un peu les automatismes déjà de comment développer une équipe, comment créer un centre de profit. Et donc, j'étais un peu arrivé au bout du projet, de ce que je pouvais faire avec eux en Irlande. Et je suis rentré en France sans réelle conviction de quand même créer une entreprise tout de suite. D'accord. J'étais quand même plus dans l'optique au début de voir un petit peu comment se portait le marché du travail et voir si moi j'avais ma place après mon expatriation de 6 ans dans l'économie toulousaine et voir si je pouvais avoir des opportunités intéressantes. Et au fur et à mesure du temps, je me suis rendu compte que naturellement, il fallait que je crée mon entreprise et que je développe un petit peu l'activité de Feelings.
Et ça s'est fait hyper naturellement dans le sens où je voulais pas créer un énième cabinet, je voulais pas créer un cabinet qui ressemblait à tous les autres. Et je voulais vraiment créer un cabinet qui se différencie des autres cabinets de recrutement. Et c'est pour ça qu'on a eu l'idée au début de développer le recrutement événementiel. Où en fait, là, le projet de base, c'était de dire OK, on va mélanger des freelances en événementiel avec des recruteurs de métier pour répondre à des problématiques de recrutement volumique. On continue à côté de faire du recrutement en CDI parce que c'était vraiment moi ma spécialité. Hein. Ça faisait 10 ans que j'en faisais quand j'ai monté Feelings. Et donc, on continue à faire ça, mais on voulait vraiment apporter une nouvelle solution à nos clients et leur proposer une solution qui n'existait pas avant et que d'autres cabinets de recrutement ou même d'autres agences événementielles ne proposaient pas. Et ça, en fait, cet événementiel, à quel moment il te vient en tête? Enfin, pourquoi est-ce que tu dis, on va faire du recrutement rallié à de l'événementiel? Parce que là, moi, aujourd'hui, je connais un petit peu plus la profession. Je pense que ce n'est pas une chose qui me serait venue directement dans la tête. Ouais. Alors, c'est assez naturel, c'est qu'on a été amené à Dublin, dans mon ancien cabinet, à recruter pour les aéroports de Paris. D'accord. Et en fait, on recrutait sur des postes en retail pour eux, sur des énormes volumes de recrutement. Et en fait, mon client, un jour, me dit Vincent, ça serait super si vous pouviez nous accompagner sur l'assessment. Okay. Nous apporter des solutions sur comment faire pour arriver à qualifier les candidats. Notre objectif, c'était vraiment de recruter des personnalités. Et il nous disait, nous, on aimerait bien arriver à trouver des solutions pour qu'on puisse utiliser le moment où il y avait des énormes sessions de recrutement pour nous assurer que les candidats, quand ils allaient démarrer chez nous, ils allaient faire le boulot en fait. Ouais, d'accord. Et donc là, je me suis dit, on pourrait proposer à nos clients, une fois qu'on leur envoie une shortlist de 2-3 bons profils, de les mettre dans une situation où on va casser les codes d'un recrutement dans une pièce fermée, entre 4 murs. Ouais. Et là, on va rendre vraiment les choses beaucoup plus naturelles pour éviter déjà le stress de l'entretien et faire en sorte qu'on arrive à qualifier les profils vraiment autour d'un événement, quoi. Donc, à la base, je m'étais dit, pourquoi pas mettre du gaming. Je me souviens, on avait fait des sessions de recrutement où les candidats, avant l'entretien, on leur proposait de faire une partie de Mario Kart avec la personne qu'ils allaient rencontrer en entretien. Okay. Et c'est clair que quand tu comparais l'entretien avant ou sans le Mario Kart, c'est plus le même entretien. Oui, je vois. Et je pense que les échanges qu'il y avait entre eux étaient beaucoup plus naturels, ça avait strictement rien à voir. Oui, tu arrives plus facilement à percevoir la personne qui est en face de toi. Exactement. Et qu'est-ce qui a fait donc aujourd'hui Feelings c'est plus tourné vers ça, donc il y a plus cet aspect événementiel actuellement. Pourquoi est-ce que cette activité-là tu l'as rompue et c'est devenu vraiment Feelings? Le Covid. Ok, d'accord. Théo, notre ami Covid. Notre ami Covid, oui. Ouais, non, en fait, on a vraiment développé les deux activités jusqu'en 2020. On avait mis un énorme coup de boost avec une personne, Alexia, qui a fait un travail extraordinaire et qui avait vraiment poursuivi le développement de l'activité événementielle jusqu'à l'amener à un succès assez incroyable avec énormément de projets d'événements en juin 2020. Sauf que le Covid est passé par là et tout s'est arrêté. Tout s'est arrêté et en fait, on a pris un virage à ce moment-là et on a décidé de vraiment se concentrer sur notre activité de recruteur en CDI sur un format de cabinet de recrutement. Et à côté de ça, on a décidé d'aller vers une nouvelle activité qui était une activité de coaching et d'outplacement pour les entreprises qui avaient des besoins de trouver des solutions pour des PSE ou des ruptures conventionnelles avec leurs salariés, quoi. Si on devait parler un petit peu de Feelings, pour toi, qu'est-ce qui fait que Feelings c'est vraiment une force pour les entreprises? Et pourquoi est-ce qu'aujourd'hui les entreprises devraient venir vers un cabinet de conseil comme celui-ci, cabinet de recrutement? Alors sur vraiment notre activité de recrutement de Feelings, aujourd'hui, nous, notre philosophie, c'est vraiment d'être dans l'ultra qualité. C'est-à-dire qu'on apporte en fait un niveau de qualité d'un cabinet de chasse de tête qui va recruter sur des postes à 150 000 € de salaire pour des postes en middle.
D'accord. Et la grosse différence aussi, c'est que nous, aujourd'hui, on part du besoin du client pour trouver le candidat idéal. Là où, en fait, il y a des cabinets qui sont dans une philosophie où leur objectif, c'est d'avoir des très bons candidats et ensuite de les envoyer à plusieurs clients en même temps. Nous, on est vraiment dans un travail presque de haute couture où on va vraiment adapter les besoins du client à la recherche qu'on va mener pour eux. L'autre point, c'est qu'aujourd'hui, on a développé une expérience candidat qui est incroyable. Ouais. Tu peux nous en parler un petit peu de… Ouais, en fait, aujourd'hui, on a énormément travaillé là-dessus. À partir du moment où on prend contact avec un candidat, que ce soit via juste un message LinkedIn, on va faire un énorme travail dessus et essayer de se différencier au maximum jusqu'à la fin de la période d'essai. C'est-à-dire qu'on a même été jusqu'à créer un poste qui s'appelle Candidate Success Manager, où en fait on a fait le pendant avec les boîtes d'IT qui ont des Customer Success Managers. Les grosses boîtes de logiciels, quand elles ont vendu un logiciel, elles ont ce mec-là, le CSM, qui fait en sorte que l'outil soit bien utilisé. D'accord. Ben, nous, on a créé un Candidate Success Manager qui, en fait, une fois qu'un candidat a accepté une offre chez nous, le Candidate Success Manager va appeler le candidat pour vraiment le prendre en main et l'accompagner jusqu'à la fin de sa période d'essai. Et ce poste de CSM, comment est-ce que tu arrives à te dire il faut que j'intègre à Feelings? Parce que c'est quand même quelque chose de particulier, c'est vraiment un truc dédié, on va dire, à la base à l'IT. C'est des veilles, ça vient d'où? En fait, c'est une idée qu'on a eue quand on brainstormait sur comment optimiser notre expérience client. On s'est rendu compte qu'il y avait une déperdition au niveau des candidats qui acceptaient une offre et qui ne démarraient pas forcément dans la boîte parce qu'ils étaient rattrapés par leur ancien employeur qui faisait une contre-offre, parce qu'ils avaient une meilleure opportunité entre-temps. Et en fait, on voulait maîtriser cette étape-là et offrir un service vraiment maximum à nos clients et à nos candidats. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un candidat qui a passé 5 ans dans une boîte, il est confronté à une situation qu'il ne maîtrise pas forcément. OK, comment je rédige une lettre de démission? Comment je négocie mon préavis avec mon employeur? Et on voulait lui apporter des solutions là-dessus. D'accord. Donc, on se fait accompagner d'avocats qui nous aident à optimiser ces solutions-là. Et on a vraiment une qualité du coup de suivi et d'accompagnement, de coaching des candidats qu'on peut avoir tout au long du process et même jusqu'à la fin de la période d'essai qui est du coup hyper optimale. Donc si on prend par exemple un exemple, moi je suis une entreprise toulousaine, imaginons, j'ai besoin d'un responsable technique. C'est quoi le cheminement pour l'entreprise tout le long du cheminement et l'expérience Feelings, c'est quoi? C'est un brief de poste avec un expert du métier concerné. D'accord. Donc nous, on a des experts par métier, c'est-à-dire qu'un consultant qui va recruter des comptables chez nous ne va pas recruter un développeur Java J2E. Chacun est spécialiste de son métier et a des formations spécifiques ou maîtrise vraiment son sujet. Donc là, il va y avoir un brief technique en fait avec un consultant qui va vraiment lui poser des questions sur le profil qu'il veut, qu'il recherche, les opportunités d'évolution du candidat qui va être recruté, l'équipe dans laquelle il va bosser, les différentes personnalités des personnes avec qui il va travailler. Enfin, on essaye d'optimiser tous ces aspects-là. Et après, il n'a plus rien à faire. D'accord. C'est-à-dire que nous, on mène tout le travail de recherche, de dépôt d'annonces, de sourcing, de chasse de candidats. Et en fait, on reprend contact avec le client une fois qu'on a une shortlist de 3 candidats qui correspondent exactement à ce qu'il recherche. D'accord. Tout ce qui se passe entre-temps, bien entendu, on va garder du lien avec lui, le tenir informé, lui expliquer aussi si on a besoin de réaxer certaines choses. Mais le but, c'est que lui, il puisse vraiment avoir une solution clé en main et se retrouver avec 3 candidats, 2 à 3 candidats qui correspondent à ce qu'il veut, les voir en entretien et voir s'ils peuvent correspondre à ce qu'il recherche. D'accord, hyper intéressant. J'avais une question notamment à Feelings sur le développement. Aujourd'hui, je pense que Feelings est assez connu sur la région toulousaine et vous avez pas mal d'acteurs avec vous. C'est quoi les objectifs concrets sur les 5 prochaines années pour Feelings? Alors, déjà, on a une vision groupe. Parce que tu le sais, on a d'autres structures qui ont rejoint le groupe, on pourra en parler, donc ça c'est vraiment un des enjeux. Par rapport à Feelings spécialement,
Très concrètement, nous, ce qu'on veut, c'est être 100 en 2030. D'accord. Donc aujourd'hui, on est plus de 20 collaborateurs. On a ouvert une agence à Nantes, on va ouvrir une agence à Bayonne. On a envie d'ouvrir à Paris très rapidement et à Lyon, pourquoi pas, ou dans l'Est à partir de l'année prochaine. Ce qu'on veut, c'est clairement continuer à garder notre esprit familial et notre esprit d'entreprise à taille humaine qui prend vraiment en charge chaque besoin avec la plus grande attention. On ne veut pas que les besoins de nos clients soient noyés dans la masse et que justement on devienne un cabinet de recrutement dit qui traite du volume. Ce n'est pas du tout l'objectif. On veut continuer à être dans la qualité, mais tout en étant au plus proche de nos clients d'un point de vue local et en ayant un impact en fait et en comptant. On veut compter dans le monde des cabinets de recrutement en France aujourd'hui. D'accord. Et comment est-ce que tu comptes t'y prendre pour compter? Tu as cette stratégie en fait d'expansion sur on va dire l'échelle encore sur l'Hexagone. Qu'est-ce qui reste à améliorer, on va dire concrètement pour Feelings, et comment est-ce qu'on peut aller plus loin pour vous? Alors concrètement, comment on peut aller plus loin? En fait, aujourd'hui, on a, de par notre taille, de plus en plus de grands comptes qui nous font confiance. Oui. Et donc, ça veut dire que s'ils nous font confiance à Toulouse, ils nous font confiance à Paris, à Strasbourg, à Toulon, à Lille ou à Marseille. Et aujourd'hui, je pense que la stratégie de développement va être basée sur le fait d'arriver à convaincre ces sociétés de faire appel à nous pour les accompagner dans l'ensemble de leurs projets de recrutement. Ok, très bien. J'aimerais revenir un petit peu sur en fait au commencement de Feelings. Tu disais, alors au début, tu as commencé par des postes en CDI. Est-ce que tu avais cette fibre entrepreneuriale dès le début ou c'est quelque chose que tu as cultivé avec le temps ou au moment où tu as saisi, tu te dis en réalité je suis plutôt un profil entrepreneur, je fonce? C'est une bonne question. Je pense que c'est venu tout seul dans le sens où j'ai toujours eu envie de faire un peu les choses à ma sauce et j'avais du mal à supporter le fait d'être bloqué par les process de décision où tu as un N+2, N+2, N+3, N+4, N+5. Ouais. Là, tu te dis, mais c'est hyper long, moi j'ai besoin d'avancer. Le fait qu'il y ait une organisation assez sclérosée, où par exemple, tu ne puisses pas avoir de la liberté dans ton champ d'action, dans ton champ de développement commercial. Je voulais imposer ma façon de voir les choses aussi. Ouais. J'étais toujours force de proposition sur le développement de business qu'on pouvait mener, la stratégie qu'on pouvait apporter, la façon de gérer la relation avec les candidats, les nouveaux moyens de trouver des profils. J'essayais toujours d'innover. Ouais. Tu vois, je voulais pas qu'on se cantonne à juste travailler avec les mêmes outils que tous les autres cabinets. Ouais, tu as toujours eu une volonté d'avancer, Ouais, exactement. Aujourd'hui, il y a plein de solutions. Le recrutement événementiel en était une et en est toujours une qui a permis de débloquer énormément de situations. Et aujourd'hui, il y a plein d'autres moyens qui permettent d'avoir des candidats. On parle d'inbound recruiting. On parle d'IA qui arrive dans le recrutement. Je ne dis pas que je suis d'accord avec tout, mais aujourd'hui, je pense qu'un bon cabinet, un bon recruteur, c'est quelqu'un qui arrive à exploiter toutes les possibilités. Ouais, sauf qu'on ne peut pas se permettre d'en utiliser qu'une. Il faut toujours être sur tout en même temps pour pouvoir être sûr de pouvoir trouver les meilleurs candidats aux entreprises. Quoi. Ouais, je vois très bien. Est-ce qu'aujourd'hui, je sais que moi j'ai beaucoup d'inspiration sur certaines personnes qui m'aident, on va dire, sur différentes plateformes. J'aime bien m'inspirer des gens, de leur mimique, même de leur savoir-faire. Est-ce que tu as des gens qui t'ont inspiré de ta jeunesse jusqu'à maintenant et qui t'inspirent peut-être encore aujourd'hui? C'est une bonne question. Je sais que quand j'ai démarré dans le recrutement, j'ai été hyper proche de l'école du recrutement. D'accord. Qu'avait lancé Laurent Brouat, où chaque année il crée l'événement recrutement, qui est toujours le cas, qui est la non-conférence du recrutement à Paris. Qu'on pousse et qu'on supporte aussi à Toulouse sur la non-conférence du recrutement qui arrive bientôt, la fin novembre, début décembre. Ils ont toujours été hyper modernes dans leur approche et moi j'étais assez passionné par le développement de cette structure et le fait que voilà,
ils arrivaient à faire en sorte de se remettre en question dans ce secteur d'activité-là. Donc j'ai toujours été très proche d'eux. Tu vois, on parlait beaucoup de recrutement, mais en fait, on n'a jamais vraiment évoqué le problème du recrutement aujourd'hui en France, et même peut-être ailleurs. Qu'est-ce que tu penses? On parle souvent de crise du recrutement, des choses comme ça. Qu'est-ce que tu penses de ça? Et quelle est ton opinion par rapport à ça? Alors, en effet, depuis, on va dire, septembre 2021, il y a eu une grosse pénurie de profils qualifiés, d'experts, sur certains métiers, parce qu'il y a eu pas mal de réorientation pendant le Covid. Et il y a eu une relance après le Covid aussi, où il y a eu énormément de sociétés qui ont été amenées à recruter. Oui. Et qui se sont retrouvées en difficulté parce qu'elles avaient du mal à trouver des talents. Ça, c'est une certitude. Ça a aussi amené au fait qu'il y a une vraie montée des salaires. D'accord. Aussi, où on s'est rendu compte que il y avait des prétentions salariales de certains candidats qui étaient vraiment hors sujet. Et les sociétés n'ont pas réussi à suivre parce qu'elles ne pouvaient pas se permettre d'augmenter toutes leurs équipes pour réussir à embaucher quelqu'un. Donc, il y a eu une vraie tension qui a été liée à ces deux niveaux-là et qui aujourd'hui est un petit peu en train de se tasser, dans le sens où il y a une légère baisse du recrutement des cadres par rapport à l'année dernière. Et on voit qu'il y a un peu plus de personnes qui sont sur le marché aussi. Donc, on va dire que la situation, elle est un peu en train de s'apaiser, même si on se rend compte que d'un point de vue purement économique, on est face à une crise qui arrive plutôt sur les métiers de l'immobilier et du bâtiment. D'accord. Où là, en effet, on voit qu'il va y avoir beaucoup moins de recrutement. Et que pour le coup, il risque d'y avoir pas mal de personnes qui vont se retrouver disponibles sur ce type de marché, quoi. D'accord. On a de la chance, tu vois, avec Escadrille, le MEDEF et TBS, et donc tu as été également un interlocuteur assez important pour cette étude-là. On a parlé de l'attractivité des entreprises et comment est-ce qu'on pouvait augmenter cette attractivité-là. Pour toi, qu'est-ce qui manque aujourd'hui aux entreprises pour attirer les jeunes talents? Qu'est-ce qu'elles doivent faire concrètement? Plein de choses. Premièrement, apporter de la flexibilité dans les horaires de travail, dans la façon de voir le monde du travail, dans le télétravail aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je pense que la nouvelle génération, elle a besoin d'autonomie. Elle a besoin qu'on lui fasse confiance, qu'on lui donne les clés, qu'on lui apporte un max de solutions. Mais elles ont besoin d'avoir aussi un maximum de flexibilité dans leur possibilité de travailler un peu comme ils veulent. Donc là, il y a un gros gap à faire parce que les entreprises ne sont pas prêtes et je pense qu'il y a un vrai besoin d'outils pour les aider à réussir à suivre ces nouvelles générations. Les nouvelles générations, elles ont besoin de formation aussi. Ouais. Je crois qu'il y a une entreprise sur 3 qui n'utilise pas tout son budget formation. D'accord. Donc pour toi, l'entreprise, ça va être aussi un lieu, c'est une continuité de formation par rapport exactement. à... D'accord. Exactement, et aussi une vision. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une entreprise qui va réussir à attirer les nouvelles générations, c'est une entreprise qui donne une vision sur le long terme. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un nouveau collaborateur, il va démarrer sur un poste, je dis une bêtise, de junior consultant. Il va réussir à se développer, à devenir consultant, puis senior, puis manager, et une finalité à tout ça. Et pourquoi pas même expliquer que une personne qui performe pourra aussi changer de métier. Ouais. Et ça, je pense que quand tu arrives à proposer ça à la nouvelle génération et à dire aujourd'hui, tu performes chez nous sur un métier, on pourra te former pour en faire un autre,
tu peux garder des collaborateurs hyper longtemps. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis bien. Là, justement, je parlais du MEDEF. Il se trouve que donc, toi, tu es au COMEX 40. Oui. Je pense qu'il y a des gens qui ne connaissent pas forcément le COMEX 40 et peut-être est-ce que tu pourrais en parler et montrer un petit peu ce que vous faites en interne et à quoi il sert. Avec plaisir. Alors, le COMEX 40, c'est une organisation non statutaire qui est rattachée directement au président du MEDEF. Nous, au sein du COMEX 40 Haute-Garonne, on est rattaché au président du MEDEF Haute-Garonne, donc Pierre-Olivier Naud. Aujourd'hui, c'est 15 personnes, bientôt 20, qui interviennent donc sur 3 enjeux majeurs, donc qui sont l'entrepreneuriat, le contexte, on va dire, associatif et l'emploi et le travail. Donc, on a mené des groupes de réflexion sur ces 3 sujets. On a mené aussi des opérations qui nous ont permis de récolter des fonds. On a notamment mis en place un très gros partenariat avec le Toulouse Football Cœur, où on a réussi à lever des fonds pour pas mal d'associations. Et l'objectif, c'est que voilà, on puisse vraiment intervenir sur ces trois activités pour avoir vraiment des groupes de travail qui vont avoir un impact sur le monde des entreprises en Haute-Garonne, en Occitanie et en France entière. Parce qu'aujourd'hui, il y a des MEDEF partout dans toutes les villes, avec surtout un MEDEF au niveau national qui est aujourd'hui hyper actif. Et toi, par exemple, le COMEX 40, si on doit le prendre de ton côté, qu'est-ce qui te permet? Et de notre côté, quel type de personne tu y retrouves à l'intérieur? Alors, le COMEX 40 est réservé à des entrepreneurs qui ont moins de 45 ans. Oui. Ce que je retrouve, moi, de mon côté, personnellement, c'est le fait de pouvoir échanger avec ses pairs, avec d'autres entrepreneurs qui ont eu des structures plus ou moins grosses. Ça passe de la société de 1000 salariés à la société de 3 salariés. Et pouvoir confronter les idées, les problématiques qu'on peut rencontrer entre entrepreneurs. Après, le contexte et le projet, il est vraiment lié au MEDEF, où on a envie de faire bouger les lignes en tant que syndicat patronal et d'avoir un impact aussi au niveau économique et de faire valoir nos envies en tant qu'entrepreneur. Là, on parle un petit peu de l'engagement, donc on parle de ton engagement à côté de Feelings. Est-ce que Feelings a également des engagements auprès des engagements caritatifs, auprès d'associations, tout ça? Oui, complètement. Alors, moi déjà, là, j'ai eu la chance d'être parrain de la promo des déterminés, qui a été créée par Moussa Camara et qui est super bien gérée à Toulouse par Madani Boussif. Donc ça, c'était une année qui a été assez exceptionnelle parce que j'ai eu la chance d'accompagner un groupe de jeunes qui avaient des projets entrepreneuriaux hyper intéressants et ça m'a permis de prendre du recul un petit peu sur tout ce que je fais au quotidien. On a mené une action de mécénat avec les Cafés Joyeux qui va permettre d'ouvrir un café joyeux à Toulouse, je crois, courant d'année prochaine. D'accord. Donc là, on a une action de mécénat avec plein d'autres entreprises où on a apporté une petite pierre à cet édifice, mais qui est hyper gratifiant pour nous. Et je suis aussi présidente du club des mécènes de l'association de Toi à moi, qui est une association qui réinsère des sans-abri en leur mettant à disposition un logement. D'accord. Donc là, on a des actions de mécénat assez importantes et on essaye aussi de récolter des fonds pour justement ouvrir un nouvel appartement à Toulouse pour pouvoir accompagner une nouvelle personne qui sera réinsérée dans un monde professionnel et aussi personnel, quoi. Ouais, super intéressant. Là, on arrive sur la fin de l'entretien. Le but, c'est j'aime poser des questions un peu plus personnelles. Tu parlais au début de l'automobile. J'aimerais savoir, c'est quoi ta voiture préférée? Ma voiture préférée? Ouais, j'aimerais savoir. Je n'ai pas forcément de voiture préférée, je sais pas. Il n'y a pas une voiture où tu te dis, ah, elle est vraiment sympa celle-là quand même? Mais c'est sûr que si un jour je voulais me faire plaisir, je m'achèterais une vieille Porsche des années 90, 911.
Ce serait vraiment un gros kiff, mais ouais, c'est un peu la voiture type qui me fait un peu rêver, ouais, c'est clair. Tu vois, j'allais te poser une question, on se connaît bien, mais je t'ai jamais posé la question si tu étais quelqu'un qui aimait le cinéma ou même si tu lisais, si tu étais un grand lecteur. Est-ce que tu lis, tu regardes des films? Alors, je lis beaucoup de magazines sur le vin. Je suis un gros passionné de vin, donc je lis des livres sur les vins aussi. Et cinéma, j'avoue que depuis que j'ai eu ma fille il y a presque 2 ans, j'ai pas mis mes pieds dans une salle de cinéma, même si j'aimais bien avant ça. Mais pour le coup, ma passion pour le vin est une énorme passion. J'ai même d'ailleurs eu la chance et j'ai la chance d'accompagner une jeune femme qui s'appelle Perrine Lafitte, qui a monté un super projet qui s'appelle la Contrecave à Toulouse, qui organise des soirées dégustation, qui peut créer des caves de A à Z et qui me permet d'avoir un tout petit pied dans ce monde que je trouve assez exceptionnel. D'accord. Petite question qui me vient en tête là, maintenant. Si on avait dû mettre une bouteille de vin sur cet événement-là, tu aurais choisi quelle bouteille de vin? Sur notre rencontre, ouais. Quelque chose que j'aurais bien aimé partager avec toi, un peu ça. Et te faire découvrir. Je pense que j'aurais mis un Château des Tours d'Emmanuel Reynaud. D'accord. Qui est un des vins qui m'a fait un peu basculer dans la passion du vin. Du coup, j'aurais aimé te partager ça pour que tu puisses peut-être retrouver les sensations que j'avais eues quand je l'avais bu pour la première fois. Ok. Et la dernière question, je pense que les gens commencent à la connaître. Il se trouve qu'en fait, souvent on demande aux voltigeurs qu'on a en face de nous trouver le prochain voltigeur. Ok. Est-ce que tu peux nous trouver le prochain voltigeur? Nous donner la personne qui, selon toi, se prêterait très bien comme toi à l'exercice. Ouais, avec plaisir. Moi, je pense que ce qui pourrait être pas mal, c'est qu'on propose à Fabien Gillot, qui est associé avec Jules Julien, D'accord. De faire l'exercice qui est, je pense, quelqu'un de passionnant, qui est quelqu'un de passionnant, je ne le pense pas, qui est passé du monde du sport au monde de l'entrepreneuriat. Et ça pourrait être vraiment hyper intéressant de pouvoir interroger quelqu'un comme lui. Mais écoute, je ne m'attendais pas, mais je suis ravi d'entendre ça. Donc, sans souci, on l'appellera juste après la vidéo. Allez, ça marche. Merci, clap de fin. Donc, c'était Les Voltigeurs, donc le 6e épisode avec Vincent Furlan. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à écouter ou à regarder sur YouTube ou sur Spotify. Merci. Merci à toi, Vincent. Avec plaisir, merci.